7h32 sur la première, Martine Brunschwig-Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme, ancienne conseillère nationale et conseillère d'État. Elle est votre invitée, Romain Cliva, c'est à vous. Martine Brunschwig-Graf, bonjour. Bonjour. Martine Brunschwig-Graf, si vous permettez, en introduction, juste pour éclaircir les choses, on a pu lire début novembre plusieurs ministres, anciens ministres de l'Éducation, M. Feumy, M. Baird et vous, dans un article de la Tribune de Genève, dire ne pas avoir été averti. Ensuite, samedi dans le temps, on voulait vous avouer, en tout cas vous le dites, il y a des rumeurs, il y avait des rumeurs à l'époque, ça c'était dans le temps de samedi, donc il y a eu la Tribune, le temps maintenant. Qu'est-ce que vous saviez du comportement de Tariq Ramadan ? Je pense qu'on a tous dit la même chose. Aucun d'entre nous n'a jamais été saisi d'une information crédible qui pouvait provoquer une intervention de la part du département. Je crois que c'est parfaitement clair. Vous parlez de rumeurs. En l'occurrence, ce que l'on a pu recevoir comme information, c'était du domaine de l'homme qui a vu l'ours, c'est-à-dire tout simplement quelqu'un qui fait référence qu'il a entendu de collègues d'un autre collège qui n'était pas le sien, des rumeurs qui concernaient cette personne-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Et ce que j'ai toujours fait quand il y avait des rumeurs, dans le cas aussi, j'avertis simplement les autorités scolaires concernées, je leur dis ouvrez l'œil. Parce qu'on ne peut pas, sur la base de rumeurs qui ne sont pas ni confirmées, ni même supportées par quelqu'un, on ne peut pas, sur cette base-là, engager une enquête quelle qu'elle soit. Martine Brunschwig-Graf, on peut aussi se dire que de tels soupçons qui relèvent aussi de la justice hors de l'administration, on peut imaginer, vu la gravité, que l'homme qui a vu l'ours, on peut peut-être vraiment aller le chercher où il est. Excusez-moi, mais dans le cas auquel vous faites allusion, on sait où est l'homme, on ne sait pas qui est la victime, on ne sait pas quand ça s'est passé, on ne sait même pas s'il y a des témoins. C'est ce qui était la situation pendant mon temps au département. Dans un cadre de ce type-là, indépendamment des informations que les gens appellent elles-mêmes des rumeurs, il y a des lois qui protègent à la fois les enseignants qui sont des enseignants corrects et des lois qui sont censées punir les enseignants qui ne le sont pas. Pour pouvoir les appliquer, il faut respecter un minimum de choses. Dans ce minimum de choses, il faut au minimum connaître la victime, connaître les faits et savoir à peu près quand il se passe. Aucun de ces éléments n'était présent à l'époque. Donc aujourd'hui, vous feriez la même chose ? Par rapport à ce que je connaissais alors, certainement, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de dire, avec des témoignages dont la plupart d'ailleurs restent inconnus en termes de nom, ce qu'on peut dénoncer ici, c'est autre chose, parce que moi j'ai mis une dizaine d'enseignants à la porte pour des faits qui étaient plus graves parfois, moins graves parfois, mais toujours avec les mêmes caractéristiques, c'est qu'il y avait la possibilité à un moment donné de connaître les faits, de connaître la victime, de prendre les mesures nécessaires, et même d'apprendre quels enseignants qui savaient quelque chose ne l'avaient pas signalé. Dans ce cas-là, on convoque les enseignants et on leur fait savoir quel est leur devoir dans ce type de circonstances. Donc il y a eu un petit manque de curiosité tout de même peut-être de la direction des écoles ou de certaines personnes ? Non, là, ce qui s'est passé apparemment, c'est que c'est resté à l'intérieur de la direction de l'école pour des raisons que moi j'ignore, puisque je l'ai appris dans les journaux comme vous, ni plus ni moins comme vous, et je peux vous dire simplement que s'agissant de cet enseignant, en raison de ce que moi-même j'observais, c'est-à-dire une attraction, mais comme d'autres enseignants peuvent l'exercer aussi par rapport au moment de l'adolescence chez les jeunes filles, on voyait bien qu'il était souvent entouré, etc. J'ai souvent dit et répété, faites attention. Je l'ai fait pour celui-là comme je l'aurais fait pour d'autres. Donc ça, là, manifestement, c'est plutôt du côté de la proximité de l'enseignant ou peut-être on Je a pense manqué de que ce curiosité. que vous soulevez comme problème et qu'on voit encore apparaître dans ce dossier-là, c'est le fait que tout à coup les langues peuvent se délier et qu'on découvre à ce moment-là que des gens, parce que je l'ai lu aussi comme vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs, je savais à l'époque on entendait, etc., etc. Et ce genre de choses-là, c'est pas comme ça qu'on gère le personnel enseignant, mais le devoir de dire et de dire de qui il s'agit au moins, qu'on puisse protéger cette personne quand il s'agit d'une élève, mais qu'on puisse instruire les faits, c'est le minimum qu'on peut attendre d'une institution quand elle doit lancer ensuite une enquête administrative. Ça, c'est une partie du malaise, Martine Brunschwig-Graf. Juste peut-être une chose encore par rapport aux rumeurs. Dans ce département, moi j'ai connu aussi la rumeur qui tue. J'ai connu aussi le cas de quelqu'un qui était la victime de rumeurs et qui a fini par se suicider. Donc j'entends, on doit à la fois protéger, comme je l'ai dit, les personnes innocentes, enquêter, mais faire en sorte qu'il y ait au minimum des éléments qui permettent d'instruire un dossier. Ouais, dans ce cas de ces rumeurs, alors évidemment c'est a posteriori, mais il y a un malaise qu'on peut lire, qu'on peut entendre sur cette idée que peut-être une institution, une corporation se protège, même si c'est peut-être condamné moralement à l'interne, mais on ne veut pas sortir parce que c'est un des nôtres. Est-ce qu'il y a un peu de cela dans l'administration publique ? Alors, j'aimerais
séparer ce qu'est l'administration publique que ce qu'est ceux qui la servent. Moi, j'étais arrivée au département, je crois, depuis une semaine, quand j'ai reçu une lettre du procureur général qui m'informait que dans le cas qui s'était passé malheureusement à l'école primaire, ce qui était encore bien pire, il y avait 2 enseignants qui avaient été au courant d'une chose qui avait été ensuite condamnée par le procureur général. Et donc, j'ai dû, comme chef de département, prendre connaissance du fait que le silence existait, que certains estimaient qu'on dénonçait pas ses collègues et qu'on doit à chaque fois faire des remises à l'ordre et des rappels, ce qui a été fait et pas qu'une fois. Martine Brunsch-Vigraff, un des effets collatéraux de cette affaire Ramadan, c'est cette montée de tension identitaire. Alors on le voit beaucoup Oui. dans les réseaux sociaux. Alors vous êtes la cible favorite de certains milieux. Vous êtes un peu accusé de tout, hein. Donc Oui. vous avez des attaques antisémites. Il y a d'autres attaques qui vous soupçonnent des milieux anti-islam de soutenir les milieux musulmans. Comment est-ce que vous percevez ces combats identitaires? Je crois qu'aujourd'hui, les gens une partie des gens, parce qu'il ne faut pas généraliser non plus, mais il y a des groupes de gens qui pensent que la façon de réagir par rapport aux événements et tout, ça les soulage finalement d'être totalement absolutistes et de dénoncer telle ou telle chose. Alors il y a des gens qui ont peur de l'islam, il y a des gens qui sont dérangés. Moi, c'est vrai que le sommet de ce que j'ai pu recevoir, c'est des gens qui m'envoient des choses à la fois antisémites et puis me dénonçant comme une espèce de complice des musulmans extrémistes. Donc j'ai le droit à toute la palette dans un seul paquet. Mais ce que je ressens ici, c'est vraiment une espèce de réaction qui se libère d'une certaine façon et qui fait que les gens disent ce qui leur passe par l'esprit sans trop de problèmes. Bon, ça, en soi, c'est pas une mauvaise chose qu'on s'exprime, mais sans C'est une partie mesurer qui non est plus. libérale, c'est une partie de la liberté d'expression. Il y a Oui, peut-être moins jusqu'au de tabous. moment où on sombre dans l'insulte, où on sombre dans des choses On n'a qui plus de n'ont plus filtre. rien à voir avec le sujet, je pense qu'on a perdu certains filtres. Moi, j'ai lu des choses sur dès qu'il arrive quelque chose et que la personne n'est pas suisse, par exemple, hein, vous le voyez dans certains journaux et vous voyez les commentaires sur les blogs électroniques des journaux et vous vous apercevez que c'est des réactions quasi automatiques et des gens qui s'auto-alimentent et qui réagissent de cette façon. Martine Brunsch-Vigraff, par rapport à l'islam que vous avez évoqué, tout de même, vous avez été aux affaires dans le canton, au niveau législatif, au niveau exécutif, vous avez été au niveau fédéral aussi, maintenant vous êtes dans la commission, vous présidez la commission fédérale contre le racisme. Est-ce que sur la question de l'islam, tout de même, il n'y a pas une certaine responsabilité des élites politiques de ne pas avoir voulu discuter de certains aspects liés à l'islam, aux questions identitaires, aux questions d'habillement, différentes choses, où tout de suite on a tabouisé la chose en disant un regard sur l'islam, c'est forcément islamophobe? Je ne sais pas comment vous pouvez qualifier le fait que le département de l'instruction publique ait été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour interdire le port du foulard islamique pour les enseignantes. Donc pour de vous, on mon n'a temps. pas caché les questions liées à l'islam pendant ces Je années? reprends encore une fois, on a rappelé à ce moment-là ce qui était l'obligation de chacun, c'est-à-dire la neutralité en matière scolaire. Et donc ceci a été jusqu'à Strasbourg, le département a gagné, enfin le Conseil d'État en l'occurrence, et ça a fait jurisprudence. Donc il y a eu un débat là autour, et il y a eu des discussions là autour, tout comme il y a des discussions pour savoir ce qui est toléré ou pas toléré, le fait que dans l'espace public et dans la laïcité, on a à respecter quelle que soit sa religion. Et une chose que moi je rappelle à toute occasion, il y a un état de droit dans notre pays et il n'y a aucune religion qui est au-dessus de l'état de droit et il n'y a aucune loi religieuse qui peut se mettre au-dessus de l'état de droit. Et si on respecte ces principes-là, on peut vivre ensemble avec le respect des règles communes et ceux qui ne les respectent pas sont punis, comme Annie Ramadan qui plaidait pour la lapidation. Vous évoquez cette question des règles communes. Alors il y a l'élément religieux, l'élément ethnique, puis on voit aussi émerger dans le domaine alimentaire par exemple, des revendications. Alors chacun aimerait son menu. À l'époque, il y avait la question des menus cachère halal ou le vendredi que du poisson. Et maintenant, on a l'impression que l'alimentation, ça devient l'élément de polarisation. Puis c'est même plus forcément religieux, c'est un peu le lifestyle. Moi, j'ai ce style, je veux ça. J'ai ce style, je veux ça. Est-ce qu'on est encore capable de vivre ensemble? Alors, on vient de publier les premiers résultats d'une enquête, l'Office fédéral de la statistique, qui informe que 36% de la population, donc c'est un petit peu plus d'un tiers, est dérangée par quelque chose dès qu'il a affaire à quelqu'un qui est pas tout à fait, qui a des différences. Ça peut être la langue, ça peut être la couleur de peau, ça peut être la provenance, etc. Alors, il y a toute une gradation de dérangement, si je peux dire. Et donc, on est devenu de ce côté-là probablement plus sensible et moins tolérant pour certains. Et puis, quand vous
prenez l'exemple de la nourriture. Moi, j'étais la première stupéfaite de voir la montée de la nourriture végane, non pas parce que je respecte tout à fait les gens qui veulent manger végane, mais le débat que ça peut causer et les exigences que ça peut entraîner, y compris sur le domaine de la santé des enfants, par exemple. Merci Martine Bushel-Graff.